Et nous parler de l'art de sortir de l'argent d'une société soumise à l'impôt des sociétés. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Mais depuis le vote de la loi sur l'évasion fiscale, j'hésite à prendre la parole ce soir. Monsieur Dumas m'avait invité avant que la loi ne soit votée. Et alors, mes propos risquent de coûter plusieurs fois 10 000 euros d'amende. Enfin, je vais vous exposer quand même certaines stratégies, comme l'on dit, qui sont optimisantes sans constituer des abus. Alors, l'art de sortir des fonds d'une société soumise à l'IS. Et il faut poursuivre le titre en payant le moins d'impôts possible. Cela n'était pas dit, mais cela était implicitement fixé dans ma mission. Alors, pourquoi la question s'oppose-t-elle pour les fonds que l'on nous présente comme piégés, en quelque sorte, dans une société soumise à l'IS? Alors, pour ce faire, il faut rappeler quelle est la situation qui se présente lorsque il s'agit d'une société, comme l'on dit, relevant de l'article 8, ou pour parler de façon plus imagée, d'une société transparente. Eh bien, cette question de sortir des fonds d'une société transparente, cette question ne se pose pas dans une telle société. En effet, les résultats sont taxés dès lors qu'ils sont constatés au dernier jour de l'exercice. Peu importe ce que l'on fait des résultats, qu'on les laisse en réserve, que l'on les distribue, les résultats sont taxés au dernier jour de l'exercice lorsqu'ils sont constatés. Et donc, il n'y a pas lieu de sortir des fonds sous forme, sur le plan fiscal, s'entend. Quand on sort des fonds sous forme de dividendes d'une société qui relève de l'article 8, il n'y a pas de taxation, parce que l'impôt, il a été payé déjà le jour où l'on a constaté le bénéfice. Et alors, vous apercevez, cette situation présente des inconvénients. Des inconvénients, pourquoi? Parce que c'est ce que l'on appelle des revenus non maîtrisés. La société réalise des résultats, quand bien même vous ne les appréhenderiez pas, vous êtes taxé. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des revenus non maîtrisés. Et évidemment, c'est aussi un impôt non maîtrisé, parce que peu importe que vous distribuiez ou non des dividendes de cette société, vous êtes taxé. Voilà. Et c'est pourquoi, nous reviendrons sur ce point, l'on préfère évidemment les sociétés soumises à l'IS, où la situation est radicalement différente. Dans les sociétés soumises à l'IS, les résultats sont taxés dans la société. Vous savez tout cela très bien. Les résultats sont taxés dans la société. Je me permets d'attirer votre attention, et cela est tout à fait important. C'est un impôt proportionnel qui a vocation à décliner pour aller jusqu'à 25% en 2022. Et également, les résultats de la société ne subissent pas les prélèvements sociaux. Et vous savez ô combien ils sont importants, 17,2%. Donc on paye un impôt proportionnel, c'est tout, dans la société. Et les associés ne sont taxés que sur les dividendes qui sont mis en distribution. Ce qui veut dire, là aussi, que l'associé maîtrise ses revenus. Il distribue des dividendes quand il l'estime opportun. Et il se soumet à l'impôt quand il l'estime opportun. Il a la maîtrise de ses revenus et il a la maîtrise de l'impôt. Alors, il y a quand même un impôt qui subsiste lorsque nous sommes en présence d'une société soumise à l'IS. C'est l'impôt sur les dividendes.
l'impôt sur les dividendes. Philippe Régnier vous a exposé les modifications qui sont intervenues en la matière. Nous avons aujourd'hui un PFU de 30%. Bon, on peut toujours rêver à moins, mais il faut avouer que c'est quand même beaucoup mieux, n'est-ce pas, un PFU de 30% que de payer 45% plus 17,2%. Vous l'apercevez, on se satisfait du moindre mal. Donc, l'impôt qui subsiste, c'est l'impôt sur les dividendes. Et la question qui m'est posée, c'est de savoir comment on pourrait éliminer cet impôt sur les dividendes. Alors, il y a deux voies qu'il faut explorer. La première voie à explorer, c'est de substituer aux dividendes des prélèvements non taxés. Voilà. C'est de substituer aux dividendes des prélèvements que l'on pourrait opérer hors de toute taxation. Et puis, si on ne peut pas recourir à cette technique-là, eh bien, c'est de réduire l'assiette de taxation des dividendes. Et puis peut-être même arriver presque à zéro. Voilà les deux voies, si vous voulez bien, que nous allons explorer ensemble. Donc la première voie, c'est substituer des prélèvements non taxés à des distributions de dividendes. Alors, il y a des techniques qui sont des tentations. Mais il faut résister. C'est ce que l'on appelle les distributions occultes de dividendes, de résultats. La jurisprudence du Conseil d'État est encombrée d'arrêts relatifs à la distribution occulte de dividendes. Il y a un exemple que Philippe Régnier a évoqué il y a quelques instants. Il n'a pas utilisé l'expression. Mais par exemple, si vous apportez un fonds libéral pour une valeur excessive, si vous vendez un fonds libéral pour une valeur excessive, bien, on considérera que la différence constitue une distribution occulte de bénéfices. Et alors ici, les pénalités sont parfaitement dissuasives. C'est du 75% pour la société, c'est du 100% pour le contribuable. Il ne faut jamais rentrer dans ce type de schéma. Alors, il y a d'autres techniques qui sont utilisées, c'est de facturer, par exemple, à la société des prestations de conseil, voilà, plus ou moins fictives, d'ailleurs plus fictives que moins. C'est ce qu'on appelle des distributions irrégulières de dividendes. Il ne faut pas entrer dans ce schéma. Voilà, ce que je vais vous proposer est beaucoup plus raisonnable, mais vous verrez néanmoins, je l'espère, efficace. Les prélèvements non taxés que je vous propose de substituer à la distribution de dividendes, ce sont les prélèvements sur les comptes courants. Voilà, les prélèvements sur compte courant, rappelons-le, cela a été dit tout à l'heure, mais les prélèvements sur compte courant, bien, ce sont des remboursements de créances. Voilà. Le titulaire d'un compte courant, il a une créance contre la société. Quand la société lui verse un prélèvement, eh bien, c'est un remboursement de la créance qui n'est pas taxable dans la personne du créancier. Donc voilà. Ce sont des remboursements non assujettis à l'impôt. Alors, comment faire? Comment faire pour y parvenir? Eh bien, je vous propose deux solutions. Alors, la première solution, vous allez me dire peut-être un peu petit bras, mais en matière fiscale, toute économie... alors, il y a une technique qui est assez simple. Il faut s'y prendre jeune, d'ailleurs. Vous épargnez, et c'est de moins en moins facile parce que la part du revenu que le législateur vous laisse, le législateur fiscal, pour épargner est de plus en plus modeste. Mais enfin, on y arrive quand même à épargner. Alors, vous pouvez placer cet argent. Il faut évidemment vous le placer. Mais vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Alors,
vous apercevez, vous vous saignez pour épargner, et ensuite vous vous saignez pour payer l'impôt sur les revenus de votre épargne. Alors, il y a une solution très simple. Le mode d'emploi vous a été expliqué de multiples reprises, qui est excellent. Vous faites votre petite société soumise à l'IS. Vous faites votre petite société soumise à l'IS. Et à chaque fois que vous épargnez, bien vous apportez en compte courant. Voilà, ce mois-ci, vous avez épargné 500 €. Ben vous l'apportez en compte courant à la société soumise à l'IS. Le mois prochain, c'est 5 000 €. Ben vous l'apportez à la société soumise à l'IS, et ainsi de suite. Vous accumulez votre épargne dans cette société soumise à l'IS. Vous l'accumulez sous forme d'apport en compte courant. Voilà. Et votre société soumise à l'IS, eh bien, va placer cet argent, va dégager des revenus, et vous allez capitaliser dans la société soumise à l'IS au taux de l'impôt sur les sociétés. Et vous allez avoir un compte courant qui va s'accumuler au fil du temps. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous créez une caisse de retraite. Mais c'est de l'argent qui a déjà été soumis à impôt. Oui, c'est de l'argent qui... Vous réinjectez dans la société. Là. Exactement. Alors, évidemment, quand vous souscrivez quand vous payez des cotisations retraite à vos organismes de retraite, les cotisations sont déductibles de vos revenus. Mais vous ne pouvez pas quand même... il y a des limites, il y a des plafonds. Et l'épargne dont je parle, c'est l'épargne qui vous reste après avoir épuisé, si je puis dire, les régimes de retraite qui vous sont proposés. Bien, ici, vous l'apercevez, vous vous créez votre propre caisse de retraite en accumulant. Et alors, quand vous avez des besoins financiers, bien, vous tirez sur votre compte courant. Voilà, vous tirez sur votre compte courant et vous vous ménagez ainsi pour l'avenir des revenus exonérés d'impôts. Alors, évidemment, ici, il s'agit d'efforts progressifs sur une longue période, mais on peut procéder autrement. Et je voudrais évoquer une autre technique, c'est la constitution d'un compte courant par modification de la consistance de son patrimoine. Alors, comment allons-nous procéder? Eh bien, nous allons céder des biens à une société soumise à l'IS, moyennant un prix payable en compte courant. Voilà. Voilà une solution tout à fait excellente, c'est céder des biens à une société soumise à l'IS, moyennant le paiement d'un prix payable par une inscription en compte courant. Alors vous apercevez, le schéma, il est extrêmement simple. Vous cédez ces biens à une société soumise à l'IS. C'est la société soumise à l'IS qui va encaisser les revenus dégagés par ces biens, que vous allez pouvoir éventuellement amortir. Nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. Le bénéfice sera taxé au taux proportionnel. Et puis, comment allez-vous vivre en tirant sur votre compte courant? Et vous l'apercevez, vous substituez à l'IS à l'impôt sur le revenu. Et l'IS est un impôt beaucoup plus performant que l'impôt sur le revenu. Alors, la question qui se pose, cette stratégie est excellente, mais la question qui se pose, c'est celle des coûts d'entrée. Voilà. C'est-à-dire des coûts de la cession des biens. Alors, si vous avez, par exemple, un portefeuille de valeurs mobilières, vous le cédez à cette société soumise à l'IS. Bien, peut-être, probablement, il y a des plus-values taxables. Il va falloir payer l'impôt de plus-value. Alors, il faut peut-être mettre à profit le fait que les marchés, depuis presque 2 mois, commencent à baisser pour faire ce type d'opération, pour minimiser la plus-value à laquelle on est exposé. On peut céder un immeuble. On peut céder un immeuble. Mais évidemment, si vous cédez un immeuble,
vous êtes exposé à l'impôt sur les plus-values des particuliers. Alors, cette opération, mais nous rencontrons quand même assez souvent cette hypothèse, cette opération est vivement conseillée lorsque il n'y a plus de plus-value taxable, lorsque l'on détient cet immeuble, et vous savez, le temps passe vite, depuis 22 ans. Vous allez me dire, il reste encore un peu de prélèvements sociaux à payer, mais là, l'opération devient parfaitement faisable, l'opération parvient parfaitement jouable. Eh bien, dans cette hypothèse, c'est tout à fait excellent. Et notamment en matière immobilière. En matière immobilière, c'est de céder l'immeuble à cette société soumise à l'IS. Alors, il s'y attache des avantages que je rappelle. C'est les loyers qui deviennent des recettes de l'IS, taxables à l'IS, et puis aussi vous pouvez amortir l'immeuble. Ça, c'est très important. Et donc, vous allez dégager un cash flow substantiel, bien, qui vous offre des possibilités de sortir, de faire des prélèvements en compte courant importants, exonérés d'impôts. Cela est tout à fait, c'est une stratégie hyper performante. Simplement, vous l'apercevez, dans le schéma simplifié que je viens de vous présenter, il y a quand même des inconvénients, outre le coût d'entrée éventuellement. C'est que vous avez vendu la pleine propriété de biens immeubles à une société soumise à l'IS. Ce qui veut dire que les plus-values relatives à cet immeuble, le jour où vous les céderez, vous céderez l'immeuble, ces plus-values seront taxées à l'IS. Et les plus-values, quand il s'agit de sociétés soumises à l'IS, le temps travaille contre la société, parce que chaque année, on amortit l'immeuble, et donc on réduit ce qu'on appelle la valeur nette comptable, et donc vous grossissez d'autant la plus-value qui sera assujettie à l'impôt. Donc, vous l'apercevez, cette technique présente cet inconvénient assez grave de créer des plus-values futures taxables, de majorer des plus-values futures taxables. Alors, comment faire? Comment faire? Bien, vous avez une solution qui a totalement changé depuis quelques jours. C'est de céder l'usufruit des immeubles à cette société soumise à l'IS. De céder l'usufruit des immeubles à cette société soumise à l'IS. Et vous conservez dans votre patrimoine, la nue propriété. Ce qui veut dire que pour la nue propriété, le compteur, n'est-ce pas, de la durée de détention pour le calcul des abattements continue à tourner, parce que le compteur tourne dans la personne du nu propriétaire. Donc, vous apercevez la technique de cession d'usufruit à la société soumise à l'IS vous permet de cumuler les avantages de l'IS avec les avantages qui subsistent de la plus-value, de la taxation des plus-values immobilières des particuliers. Alors voilà, le problème, c'est que c'est une stratégie que nous avons pratiquée à la chaîne, allais-je dire, il y a quelques années. Le législateur est intervenu par une disposition qui a pris place dans l'article 13, paragraphe 5 du Code général des impôts. Le législateur nous a dit, si vous cédez un usufruit temporaire à une société soumise à l'IS, ce que vous pouvez faire, mais le prix de cession de l'usufruit sera taxé comme un revenu, et dans mon exemple, sera taxé comme un revenu foncier. Et alors, vous apercevez, cette solution est parfaitement dissuasive. Vous vendez un usufruit, puis plus vous le vendez cher pour avoir un gros compte courant,
hein. Et quelle est la technique? Bien, c'est de céder cet usufruit, n'est-ce pas, pour une très longue durée. Eh bien, le législateur fiscal nous a dit, si vous cédez l'usufruit, un usufruit temporaire, eh bien, le prix sera taxable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Stop. On a cessé immédiatement de pratiquer ce type d'opération parce qu'il suffisait de la proposer et la personne reculait évidemment immédiatement. Simplement, la mise en œuvre de cette règle a suscité des difficultés. Et vous savez, les difficultés d'interprétation sont souvent quand même pain béni pour les contribuables. Qu'est-ce qu'un usufruit temporaire? Voilà. L'administration fiscale nous a dit un usufruit temporaire, c'est un usufruit à terme fixe. C'est-à-dire, je cède un usufruit pour 20 ans à la société soumise à l'IS. C'est un usufruit à terme fixe. Et on oppose à l'usufruit temporaire ce que l'on appelle l'usufruit viager. Bon, mais on n'a pas tout réglé. Pourquoi? Parce que vous avez, allais-je dire, deux manières de céder un usufruit viager. La première manière, c'est de préconstituer un usufruit viager. Hypothèse banale, des parents donnent la nue propriété des biens à leurs enfants et se réservent un usufruit viager pour eux. Et on peut céder cet usufruit viager à une société soumise à l'IS et qui peut valoir très cher, surtout si l'on cède un usufruit qui est constitué sur la tête des deux parents. N'est-ce pas? Cet usufruit. Et là, l'administration fiscale nous a dit, pas de problème. Si vous procédez comme cela, eh bien, il n'y a de taxation possible qu'au titre de l'impôt de plus-value, si plus-value taxable il y a. Mais l'imposition du prix de cession d'un tel usufruit ne relève pas de l'impôt sur le revenu. Donc vous l'apercevez, c'est déjà une possibilité assez importante à utiliser. Simplement, cela suppose évidemment que vous donniez la nue propriété préalablement à vos enfants. D'abord, il faut avoir des enfants. Et puis, alors, ceci étant, les enfants conçus, on peut faire des donations aux enfants, même seulement conçus. Eh bien, il faut avoir des enfants. Et puis aussi, vous pouvez avoir des problèmes d'opportunité parce que vous avez épuisé des abattements, vous souhaitez différer le moment de la donation. Ce n'est pas toujours possible. Alors, il y a une autre voie encore que l'on peut explorer. C'est de dire, je vais céder un usufruit à une société soumise à l'IS que j'ai constituée pour ma durée de vie. Ou pour ma durée de vie et celle de mon conjoint. Voilà. Donc, je cède un usufruit à cette société soumise à l'IS pour ma durée de vie et aussi celle de mon conjoint. Voilà. Alors, on obtient des prix de cession d'usufruit tout à fait importants. Alors, s'agit-il d'un usufruit viager ou s'agit-il d'un usufruit temporaire? Alors, vous allez me dire, curieuse question, puisque vous cédez un usufruit pour la durée de vie de personnes physiques, c'est un usufruit viager. Oui, mais vous avez une disposition du Code civil, l'article 619 du Code civil. Cet article 619 du Code civil dispose qu'un usufruit constitué au profit d'une personne morale ne peut pas durer plus de 30 ans. Or, nous dit l'administration fiscale, si vous cédez un usufruit à une société pour la durée de vie de personnes physiques, et grâce au progrès de la médecine,
il n'est pas exclu que les usufruitiers survivent au-delà de 30 ans. Et donc, nous dit l'administration fiscale, ce n'est pas un usufruit viager parce que le couperet des 30 ans a vocation à intervenir et à s'appliquer. Et donc, l'administration fiscale nous dit, ce n'est pas un usufruit viager, c'est un usufruit temporaire à cause de ce butoir des 30 ans. Eh bien, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre de cette année, donc tout récent, la Cour de cassation nous a dit l'usufruit constitué au profit d'une société pour la durée de vie d'une personne physique n'est pas un usufruit temporaire comme le prétend l'administration fiscale, c'est un usufruit viager. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous pouvez reprendre les stratégies du passé et vous pouvez céder de tels usufruits à des sociétés soumises à l'IS sans payer l'impôt progressif sur le revenu. Et il faut le dire, l'administration fiscale menait un combat perdu. Ce n'est pas la première fois. Raisonnons un instant. L'article 619 du Code civil, qui limite à 30 ans les usufruits cédés à une personne morale. Quel est le fondement de cette disposition? C'est que le législateur du Code civil, qui est quand même un héritier de la Révolution française, le législateur du Code civil était hostile à toutes les formes de propriété, de dissociation de la propriété que l'on rencontrait sous l'Ancien Régime. Et notamment, vous savez, la dissociation entre ce qu'on appelait le domaine éminent et le domaine utile, qui existe encore en Grande-Bretagne d'ailleurs. Et donc, il redoutait, le législateur du Code civil, que par le jeu d'une cession d'usufruit à une société, eh bien, l'on puisse créer des usufruits perpétuels. Voilà. Que l'on puisse utiliser, allais-je dire, l'immortalité des personnes morales pour créer des usufruits perpétuels. Il suffirait de reconduire la société à chaque fois qu'elle arrive à terme et nous aurions des usufruits perpétuels. C'est pour éviter que l'on reconstitue certaines formes de propriété à travers ces usufruits perpétuels. Mais si on constitue un usufruit au profit d'une société pour la durée de vie d'une personne physique, il n'y a aucun risque de perpétuité de l'usufruit, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule exception dans notre histoire, mais à laquelle nous ne sommes pas promis dans l'immédiat, en bénéficier dans l'immédiat. Il n'y a pas de risque de perpétuité de l'usufruit. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, l'article 619, dont se prévaut l'administration fiscale, n'a pas vocation à s'appliquer. Donc vous l'apercevez aujourd'hui, la Cour de cassation a levé des obstacles importants à cette stratégie de cession d'un usufruit à une société soumise à l'IS. Alors je vais vous dire, on peut faire encore mieux. Parce que je vous ai expliqué que l'un des avantages de céder un immeuble à une société soumise à l'IS, l'un des avantages, c'est de pouvoir amortir l'immeuble. C'est de pouvoir amortir l'usufruit, excusez-moi. Et c'est très intéressant d'amortir l'usufruit. On amortit l'usufruit sur la durée de cet usufruit, et lorsque l'on cède un usufruit pour la durée de vie d'une personne physique, on amortit sur l'espérance de vie. Et donc, on peut procéder à un amortissement tout à fait intéressant. Mais on n'amortit pas l'immeuble, on amortit l'usufruit. Donc la question, c'est de savoir comment faire pour amortir à la fois l'usufruit et l'immeuble. Alors ça devient intéressant.
Eh bien, la technique, je vais vous la dire, tout simplement. Si vous apportez l'immeuble à une société civile soumise à l'IR, n'est-ce pas, une société civile de l'article 8, et ensuite vous cédez l'usufruit des parts de cette société civile à une société soumise à l'IS. Dans le bilan de la société assujettie à l'IS, vous allez trouver l'usufruit des parts que vous avez cédé pour un très grand prix, n'est-ce pas? Et vous allez amortir cet usufruit. Mais la société soumise à l'IS détient l'usufruit de parts d'une société soumise à l'IR. Et le législateur fiscal nous dit dans un article qui est très précieux, l'article 238 bis K, que lorsqu'une société soumise à l'IS détient l'usufruit de parts d'une société soumise à l'IR, les résultats de la société soumise à l'IR sont calculés selon les règles de l'IS. C'est-à-dire, on va pratiquer un amortissement de l'immeuble détenu par la société soumise à l'IR. Et donc, ici, vous avez deux amortissements. Vous avez, dans la société soumise à l'IS, vous avez l'amortissement de l'usufruit, des parts, et vous avez indirectement l'amortissement de l'immeuble dans la société soumise à l'IR. Alors là, vous apercevez que vous dégagez des cash flows importants en dégageant pratiquement pas de bénéfices. Parce que vous avez des charges d'amortissement qui écrasent les recettes de la société. Et donc, vous pouvez, alors là, faire des prélèvements sur vos comptes courants sans s'exposer même à l'impôt sur les sociétés. Oui. Comment est-ce qu'on peut amortir donc un usufruit? Je comprends qu'on amortisse un bâtiment, mais un usufruit. Oui, pour la raison très simple, c'est que l'usufruit est une immobilisation, hein, c'est un actif immobilisé. Et d'ailleurs, le plan comptable général nous dit que c'est une immobilisation incorporelle. Et comme c'est une immobilisation qui se déprécie dans le temps, hein, n'est-ce pas, puisque s'agissant d'un usufruit viager, au fur et à mesure qu'on se rapproche du décès de l'usufruitier, bien évidemment, l'usufruit se déprécie. Et donc, pour cette raison, on amortit l'usufruit. Ce qui est extrêmement intéressant. Alors, quand il s'agit on ne pratique plus aujourd'hui, pour la raison que vous savez, des cessions d'usufruit temporaires, mais on pratique donc des cessions d'usufruit viager. Eh bien, on retient l'espérance de vie de l'usufruitier, qui est d'ailleurs l'espérance de vie que l'on a utilisée pour calculer la valeur de l'usufruit. Hein. Non, enfin, bonne question, je n'y ai pas. Dans la pratique que je connais, on procède à un amortissement, comment dirais-je, fixe. Hein. Si l'espérance de vie est de 20 ans, on procède à 5% tous les ans. Hein. Voilà. Mais la question pourrait se poser, effectivement. On pourrait l'inverser, oui, oui. Suramortir au début et un peu moins à la fin. Hein, parce que les statistiques d'espérance de vie, vous le savez, ne sont pas linéaires. Hein, ne sont pas parfaitement linéaires. Non, non, dans toutes les stratégies que j'ai observées et auxquelles j'ai participé, si vous voulez, on procède à un amortissement linéaire. Voilà. Avouez que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant, alors il y a cette possibilité qui est tout à fait intéressante, mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir dans certains cas des coups d'entrée dans la stratégie qui peuvent être un peu dissuasifs.
Dans mes exemples où l'on cède un usufruit, bon, vous aurez quand même éventuellement un impôt de plus-value à payer sur la cession de l'usufruit. Alors, il peut être minime, bon, mais il peut être aussi important. Donc, s'il est important, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez différer l'opération. Et donc, il faut se tourner peut-être vers d'autres solutions. Et je vous propose d'explorer une autre voie qui est de réduire l'assiette de la taxation des distributions. Rappelez-vous, notre objectif, c'est de sortir des fonds d'une société soumise à l'IS. Eh bien, la seconde voie que l'on peut explorer, c'est de réduire l'assiette de la taxation des distributions. Il ne vous a pas échappé que si une société distribue un dividende, je parle d'une société soumise à l'IS, une société distribue un dividende de 100 000 euros, ben vous êtes taxé sur les 100 000 euros. OK. Bah, il y a peut-être mieux. Et justement, c'est ce que nous allons rechercher. On peut parvenir au même résultat si vous voulez sortir 100 000 euros. On peut parvenir au même résultat de sortir 100 000 euros sans procéder à une distribution de dividendes. Et vous avez une solution, qui d'ailleurs a reçu en plus la consécration du Conseil constitutionnel. C'est de procéder à une réduction de capital. Voilà. C'est de procéder à une réduction de capital. Alors, quel est l'avantage de la réduction de capital? La réduction de capital, et c'est la solution qui est retenue par notre législateur du droit des sociétés, du moins pour les sociétés commerciales, mais par exemple toutes les sociétés d'exercice libéral, ce sont des sociétés commerciales, eh bien le législateur nous dit la réduction de capital se réalise par un rachat de droits sociaux. Voilà. Et la société rachète des parts sociales ou des actions qu'elle annule. Voilà. Et la réduction de capital résulte de l'annulation des parts sociales ou des actions rachetées par la société. La société rachète en vue d'annuler. Eh bien, le législateur, aujourd'hui, c'était une question très vivement discutée dans le passé, mais la solution aujourd'hui ne fait pas de doute. Le législateur nous dit le rachat de droits sociaux par une société est assujetti à l'impôt de plus-value. Ce n'est pas une distribution de dividendes, c'est l'impôt de plus-value. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais si on distribue des dividendes, c'est 30%. Si on réalise des plus-values, c'est 30% aussi. Oui, sauf que l'assiette n'est pas la même. Si vous distribuez 100 000 euros de dividendes, vous êtes taxé sur 100 000 euros. Si vous procédez à une réduction de capital, eh bien, d'un montant de 100 000 euros, le prix de cession, on va considérer qu'il s'agit d'un rachat, le prix de cession est de 100 000 euros. Oui, mais il y a le prix d'acquisition qu'il faut déduire du prix de cession pour déterminer la plus-value taxable. Et ainsi, vous réduisez l'assiette de l'impôt. Vous comprenez cela? Oui. C'est une plus-value, on confronte le prix de cession avec le prix d'acquisition, qui parfois n'est pas négligeable. Alors effectivement, si vous avez fondé votre société il y a 30 ans en souscrivant au capital des parts au nominal de 10 francs, bon, vous allez me dire la valeur d'acquisition est epsilon. Mais vous avez peut-être acheté des parts d'une société déjà bien potelée, vous avez payé un prix important. Bien, l'année suivante, vous pouvez sortir des capitaux de cette société en procédant à une réduction de capital. Vous sortez 100 000 euros, plus-value epsilon,
parce qu'il y a le prix de cession 100 000 euros, mais ce sont des actions ou des parts que vous avez peut-être achetées 90 000 euros. Vous ne serez taxé que sur la différence. Voilà, on réduit l'assiette de l'impôt. Alors ici, ce que je viens de dire suscite quelques questions. Et puis surtout, il faut savoir quelles améliorations à la stratégie que je viens de vous évoquer l'on peut apporter. Alors des questions. Alors certains disent, si l'on a une société unipersonnelle, on ne peut pas procéder à des réductions de capital tous les ans, parce qu'on commettrait un abus de droit. Voilà. Alors, soyez rassurés, la réponse est parfaitement négative. Il n'y a pas d'abus de droit, parce que quand vous procédez à une réduction de capital, bien, vous modifiez la situation d'abord de l'associé. Vous allez me dire, il était tout seul, il est toujours tout seul. Mais vous modifiez aussi la situation de la société à l'égard des créanciers sociaux. Voilà, parce que le capital dans une société constitue la fraction de l'actif net qui est irrévocablement affectée aux créanciers sociaux. Ben, vous réduisez. Et puis d'ailleurs, il y a une procédure un peu particulière d'information des créanciers sociaux. Bon, je n'ai jamais vu un créancier social se manifester dans ce type d'opération, mais il y a quand même toute une procédure qui n'est pas très lourde, mais qu'il faut suivre. Hein. Voilà, il n'y a pas d'abus de droit. Donc on peut sortir, si vous voulez, des capitaux par cette voie sans modération. Mais la vraie question, c'est de savoir si l'on peut améliorer cette stratégie que je viens de vous indiquer. Parce que vous avez une plus-value qui va être taxable. Est-ce que l'on peut éliminer cette plus-value consécutive à la réduction de capital par rachat de droits sociaux? Eh bien, je vous réponds oui. La solution est la suivante. Il faut donner avant de réduire. Alors, on vous a exposé sûrement ici, les années passées, si vous voulez, une technique qui a été d'ailleurs consacrée par le Conseil d'État. Pour éliminer les plus-values, il faut donner avant de céder. N'est-ce pas ? Il faut donner avant de céder. Pourquoi ? Parce que la donation, comme d'ailleurs toutes les transmissions à titre gratuit, purge les plus-values. Donc, on donne avant de céder. Alors, dans ce cas, évidemment, ce sont les donataires qui vont céder. Mais plus-value zéro si on donne le lendemain de la donation. Alors, je connais l'objection que vous allez me formuler immédiatement. Soit j'ai donné, soit j'ai purgé la plus-value, mais je n'ai plus rien. Or, le but de l'opération, c'était quand même de sortir des capitaux de la société pour pouvoir en jouir. Bon, j'ai donné, donc j'ai plus rien. Oui, mais vous allez voir, notre Conseil d'État a beaucoup évolué ces derniers temps. Qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, vous dites à votre chef d'entreprise, ou vous vous dites à vous-même, je vais faire une donation de la nue propriété de mes parts ou de mes actions à mes enfants. Ce qui est tout à fait possible dans beaucoup de SEL, dans certaines limites évidemment. Je vais faire donation de la nue propriété. Et puis, cela étant fait, on va procéder à la réduction de capital. Et la société va racheter, je sais pas, à vous, usufruitier, va racheter l'usufruit, à vos enfants nus propriétaires, la nue propriété. Eh bien, la seule plus-value taxable, ce sera la plus-value de cession de l'usufruit. Parce que vous aurez purgé la plus-value sur la cession de la nue propriété. Alors vous allez m'objecter, soit, mais moi je voulais 100 000 euros.
Et mes enfants, bon, ils sont bien gentils, c'est vrai, mais enfin, ils vont percevoir le prix de la nue propriété, de la cession de la nue propriété. Je n'aurai pas les 100 000 euros que j'attendais. Alors là, il y a une évolution très importante du Conseil d'État. Très, très importante. Dans le passé, l'administration fiscale et les solutions du Conseil d'État étaient très ambiguës. On considérait que reporter l'usufruit sur le prix de cession, et ici sur le prix d'acquisition des titres par la société, reporter l'usufruit sur le prix de cession, eh bien, constituait, transformait, n'est-ce pas, l'usufruit en un quasi-usufruit, puisque l'usufruit qui se reporte sur un prix, c'est un quasi-usufruit. Et c'est le quasi-usufruitier qui appréhende, n'est-ce pas, le prix, qui appréhende la totalité du prix. Eh bien, l'administration fiscale considérait que si l'on stipulait un quasi-usufruit, on rendait la donation fictive, n'est-ce pas? Parce que nous disait l'administration fiscale, vous avez donné et vous avez repris. Voilà, par le jeu du quasi-usufruit, le donateur de la nue propriété reprend la totalité du prix et l'administration fiscale en déduisait que la donation était fictive et cela constituait un abus de droit. Eh bien, le Conseil d'État, par un arrêt de l'année dernière, de 2017, très important, le Conseil d'État nous a dit la stipulation d'un quasi-usufruit ne constitue pas un abus de droit. Et une telle stipulation est parfaitement efficace. Alors vous apercevez, ça ouvre des horizons extraordinaires. C'est que, pour reprendre mon exemple, vous donnez la nue propriété des parts sociales ou des actions à vos enfants. Vous procédez, vous avez donc purgé la plus-value sur la nue propriété. Vous stipulez une clause de quasi-usufruit. Au cas où les parts sociales ou les actions seraient rachetées, l'usufruit se reporterait sur le prix. Il faut stipuler le quasi-usufruit dans la donation. Et dans cette hypothèse, on procède ensuite à la réduction de capital. La société rachète. Vous avez purgé la plus-value sur la nue propriété. Et l'usufruitier appréhende la totalité du prix. Vous vouliez 100 000, ben vous les avez. Par le jeu du quasi-usufruit. Et vous avez réduit la plus-value taxable très souvent à epsilon. Et cette technique, alors aujourd'hui, on la propage depuis l'arrêt du Conseil d'État. Alors, ça vous intéresse évidemment de savoir quel est le raisonnement du Conseil d'État. Parce que c'est un raisonnement que l'on peut transposer dans d'autres situations. Quand un usufruit porte sur ce que l'on appelle des biens consomptibles, comme nous dit le législateur du Code civil, l'article 587, lorsque l'usufruit porte sur des biens consomptibles, et l'argent, on le sait, ô combien est un bien consomptible, on ne peut en jouir sans en disposer. Eh bien, l'usufruit se transforme en un quasi-usufruit, c'est-à-dire le quasi-usufruitier peut librement disposer des biens sur lesquels il exerce son quasi-usufruit. Pensez notamment, c'est ce qu'évoque d'ailleurs le législateur du Code civil, si vous exercez un usufruit sur une cave de vin, eh bien, vous ne pouvez en jouir qu'en disposant, en consommant. Voilà, l'usufruit se transforme en un quasi-usufruit. Mais, nous dit le législateur, le quasi-usufruitier, à l'extinction du quasi-usufruit, est débiteur d'une dette de restitution. Je reprends mon exemple. Vous voulez sortir 100 000 euros de votre société. Vous suivez le mode d'emploi que je vous ai dit. Vous donnez la nue propriété à vos enfants, vous stipulez un quasi-usufruit, vous procédez à la réduction de capital des 100 000 euros. Vous appréhendez les 100 000 euros. Et vous êtes débiteur d'une dette de restitution à l'égard de vos enfants, en pratique à votre décès,
de 100 000 euros. Alors qu'en fait, vous n'avez pas donné 100 000 euros à vos enfants, vous avez donné la nue propriété de parts sociales ou d'actions qui valaient 100 000 euros. Mais vous devenez débiteur d'une dette de 100 000 euros. C'est très intéressant. Et alors, comment le quasi-usufruitier va-t-il payer cette dette? Ben, c'est très simple. Les héritiers viennent à la succession et vont inscrire au passif successoral leur créance de restitution. Et donc, vous allez percevoir les 100 000 euros exonérés d'impôts de transmission. Donc, vous voyez, vous avez optimisé la sortie des capitaux. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle société soumise à l'IS. Vous avez optimisé la sortie des capitaux. Et en plus, vous avez donné à vos enfants, et vous savez, ça fluidifie toujours les relations familiales. Eh bien, c'est une technique qui s'avère tout à fait pertinente. Alors pourquoi le Conseil d'État a-t-il modifié sa jurisprudence? Parce qu'il a approfondi son raisonnement. C'est que, en réalité, quand vous donnez la nue propriété d'un bien avec une stipulation de quasi-usufruit, il est tout à fait inexact d'affirmer que vous avez repris ce que vous avez donné. Il est tout à fait inexact d'affirmer que vous ne vous êtes pas appauvri. Vous vous êtes appauvri parce que vous êtes devenu débiteur d'une dette de restitution. Et quand on devient débiteur d'une dette, eh bien, on s'appauvrit. Et c'est ce que nous dit le Conseil d'État. Le quasi-usufruitier, eh bien, à raison de cette dette de restitution qui pèse sur lui, c'est réellement appauvri, ce qui donne une réalité parfaite à la donation qu'il a consentie. Voilà, si vous voulez, les stratégies que je souhaitais exposer. Ah non, non, vous pouvez faire ça le même jour. Vous faites la donation le matin, vous faites la distribution. Vous organisez un déjeuner avec vos enfants quand même le midi. Et puis, vous faites la réduction de capital l'après-midi. Le Conseil d'État, sur ce point, nous a dit à 48 heures, mais 48 heures, ça peut être 24 heures. Et d'ailleurs, le notaire peut dater les actes d'heure à heure. Donc, la seule exigence, c'est que la donation ait lieu avant la réduction de capital. Voilà. Mais le Conseil d'État nous a dit la brièveté du temps entre les opérations ne crée pas d'abus de droit. Donc, vous êtes tranquille. Est-ce que les enfants peuvent réclamer la dette avant le décès? Non. Alors, non. En principe, si vous voulez, la dette n'est exigible. En principe, la dette n'est exigible qu'à l'extinction du quasi-usufruit. Voilà. Mais, si vous voulez, c'est une dette de somme d'argent. C'est une dette de somme d'argent. Et tout créancier, et le nu propriétaire a une créance de somme d'argent contre l'usufruitier, tout créancier peut mettre en œuvre certaines mesures lorsque le débiteur organise son insolvabilité. Voilà. Bon. Alors imaginez l'usufruitier qui commence à fréquenter des danseuses et ainsi de suite. On redoute évidemment qu'il décède insolvable. Alors on peut imaginer que les enfants exigent par exemple des garanties de restitution. Et d'ailleurs c'est ce qu'on prévoit. C'est ce qu'on prévoit dans les actes, si vous voulez. Ce que l'on prévoit dans les actes, quand on stipule, on dit que les créanciers, au cas où leur créance serait en péril, auraient le droit d'exiger à première demande des garanties. Bon, mais on fait ça. On est dans les relations familiales quand même. Mais on fait ça pour donner, si je puis dire, consistance au regard de l'administration fiscale de la dette du quasi-usufruitier. Alors, je me permets une ultime observation, si vous m'y autorisez. Il faut que la stipulation de quasi-usufruit soit constatée par acte notarié.
C'est essentiel. Pourquoi? Parce que vous avez une disposition du Code général des impôts, c'est l'article 767 du Code général des impôts, qui dispose que les dettes du défunt à l'égard de ses enfants, de ses héritiers, ne sont pas déductibles de l'actif successoral si ces dettes n'ont pas été constatées par acte authentique ou bien n'ont pas été constatées dans un acte sous seing privé enregistré. Voilà. Quelle est la raison? Elle est très simple. C'est que le législateur a redouté, comme le laboureur de La Fontaine, qui conserve son sang-froid jusqu'au dernier moment, si vous voulez, que le futur défunt, sur son lit de mort, signe des reconnaissances de dette à tour de bras, de telle sorte que, notamment les enfants munis de reconnaissance de dette, arrivent à la succession et vident les actifs successoraux. Voilà. Eh bien, pour cette raison, le législateur nous dit les dettes du défunt à l'égard des héritiers, des enfants, ne sont déductibles que si elles ont été constatées par acte authentique ou bien par acte sous seing privé enregistré. C'est pourquoi il faut faire la stipulation de quasi-usufruit par acte authentique pour avoir la certitude que les enfants puissent imputer leurs créances sur les actifs successoraux. Voilà. Je voulais vous demander quelle était la fréquence à laquelle on pouvait répéter cette technique, parce que du fait qu'on procède à une réduction de capital, j'imagine que ça doit être peut-être limité, ou bien il y a possibilité de... Oh non, 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 vous pouvez faire ça autant de fois que... D'autant plus que le Conseil d'État nous a dit « donner ne peut jamais constituer un abus de droit ». On ne peut jamais reprocher à quelqu'un de donner. Et je ne vois pas comment on pourrait reprocher à quelqu'un de faire non plus une réduction de capital. Alors, vous allez me dire, oui, mais... Et si chaque année, on réduit le capital, on va arriver à zéro un de ces jours. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce qu'on va réduire le nominal des titres. De telle sorte qu'on peut même arriver à des fractions de centimes. Il y aura toujours des parts sociales ou des actions que l'on pourra annuler dans le cadre d'une réduction de capital. Voilà, bien...